Le 14 février 2020, Joshua Norwood rentre chez lui pour retrouver sa famille. C'est le jour de la Saint-Valentin, mais malheureusement, personne ne sera là pour l'accueillir. En pénétrant dans sa maison, il va se prendre une balle qui va effleurer son front. Il va alors chercher après les membres de sa famille, mais en vain. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de la famille Norwood, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un drame qui a touché toute une famille, la famille Norwood, et qui plus est le jour de la Saint-Valentin, un jour où normalement l'amour est censé être en avant-plan. Comme cette histoire s'est passée en 2020 pendant le Covid, je pense qu'elle a été moins médiatisée, mais vraiment elle n'en reste pas moins importante. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes aux États-Unis, dans l'État de Virginie, dans le comté de Fauquier. Le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin, Joshua sort du travail. Il a 37 ans, c'est un père de famille et il décide d'aller acheter des fleurs pour sa femme Jennifer. Vers 18 h, il arrive chez lui devant sa maison et alors qu'il se dirige vers l'entrée, il va remarquer que quelque chose paraît différent. Tous les rideaux étaient tirés et lorsqu'il est finalement entré, son plus jeune fils, Wyatt, qui n'avait que 6 ans, n'a pas couru vers lui pour le voir comme il le faisait d'habitude. Joshua était alors en train de se dire que quelque chose n'allait pas et d'un coup, il va entendre un énorme coup de fusil et il va sentir une balle lui effleurer le front. La balle venait d'être tirée de derrière la porte qui menait au sous-sol, donc Joshua n'a pas pu voir son agresseur. Par contre, il était blessé mais pas mortellement. Le sang s'est alors mis à couler sur son visage, il ne voyait plus grand chose, mais il s'est dit il y a une chose que je dois encore faire, il faut que je trouve ma femme et mes 2 enfants pour essayer de leur sauver la vie. Il a alors couru dans la chambre de Levi, son fils aîné de 17 ans, mais arrivé devant la porte, il s'est rendu compte que Levi n'y était pas. D'ailleurs, toutes les lumières de sa chambre étaient éteintes comme s'il n'avait jamais été là. En fait, plus personne semblait se trouver dans la maison. Joshua ne comprenait toujours pas la situation. Il est alors redescendu dans le salon et là, au milieu de la pièce, il a trouvé un tas de couvertures sur le sol. Il a alors décidé de soulever les couvertures et en dessous, il a retrouvé le corps de sa femme, Jen, âgée de 34 ans. Elle était immobile, allongée face contre terre dans une mare de sang. À côté, il y avait une autre couverture qui semblait cacher autre chose. Joshua l'a alors soulevé et là, il va retrouver le corps de son plus jeune fils, Wyatt. Face à cette terrible découverte, Joshua va s'effondrer sur le sol et il va crier que ce n'est pas réel, que ce n'est pas possible. Le pauvre comprenait toujours pas ce qui était en train de se passer. Il a alors eu comme réflexe de sortir l'un de ses fusils et il a tiré en direction de la porte qui menait au sous-sol au cas où le tireur était toujours là. Mais malheureusement, il s'était déjà enfoui. Après avoir tiré, Joshua n'a pas attendu plus longtemps, il est sorti de la maison et il a arrêté un automobiliste qui roulait dans la rue devant sa maison et il lui a expliqué la situation en pleurant et les deux ont décidé d'appeler le 911. Évidemment, lorsque les policiers et les médecins sont arrivés sur les lieux, ils ont déclaré Jen et Wyatt, la femme et le fils de Joshua, comme morts et une chasse à l'homme s'est alors ouverte. Malheureusement, le tueur ne sera pas retrouvé le 14 février, mais une crainte restait. Levi, le fils de 17 ans, avait disparu. Tout le monde se demandait alors s'il avait été kidnappé. Mais le lendemain, soit le 15 février, la chasse aux tueurs a pris fin lorsque le département du shérif du comté de Fauquier a arrêté Levi Norwood, donc le fils de Joshua. On va en fait apprendre que juste après la fusillade, il s'était échappé de sa maison en volant une voiture et avait ensuite marché 200 miles pour se rendre en Caroline du Nord dans le but d'échapper à la police. Il avait alors été arrêté par des adjoints du shérif pour un vol à l'étalage de teinture capillaire dans un magasin qui se situait dans la ville de Durham en Caroline du Nord. Levi expliquera qu'il avait les cheveux mauves et qu'il voulait fuir, commencer une nouvelle vie et que pour ça, il voulait se teindre les cheveux en une couleur moins reconnaissable. Donc là, clairement, on apprend que Levi est sans aucun doute l'agresseur de son père, mais surtout,
le meurtrier de sa mère et son petit frère. Donc voilà ce qu'il s'est passé, Joshua est toujours en vie, on lui expose toute cette situation et il ne comprend toujours pas. Mais avant de progresser dans cette enquête, je vais vous parler un petit peu de la famille Norwood. Joshua a en fait rencontré Jennifer dans une animalerie où il travaillait lorsqu'il était adolescent. Jennifer était en fait entrée dans l'animalerie, elle avait parlé un peu à Joshua et elle lui avait posé plein de questions à propos des furets et Joshua, il avait trouvé ça assez cool. Ils avaient alors commencé à sortir ensemble et en 2002, ils ont décidé de se marier. C'était d'ailleurs juste après que Joshua lui ait fait sa demande lors d'un concert du groupe Pantera. Un an après leur mariage, en 2003, le couple a mis au monde leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont appelé Léviathan. Et d'ailleurs, ils lui donneront ce nom car il existe un serpent mythologique qui porte le même nom. Léviathan, donc Lévi, a ensuite grandi dans un foyer vraiment heureux, un joli foyer avec des bons parents et quelques années plus tard, ils ont tous déménagé en Virginie parce que là-bas, Joshua avait en fait une opportunité d'ouvrir son propre magasin de reptiles. Encore quelques années plus tard, Joshua et Jennifer donneront naissance à un deuxième enfant, un autre petit garçon qu'ils appelleront cette fois Wyatt. La famille était alors au complet et vraiment heureuse. Jennifer était une maman à plein temps et elle adorait ça. D'ailleurs, dans sa biographie Facebook, elle avait écrit Proud Mama 2003, donc en gros une fière maman depuis 2003. Joshua parlera même de sa femme en disant « Elle était très protectrice envers nos deux garçons. Nos garçons ont grandi dans une famille aimante. Nous leur avons dit que nous les aimions tous les jours. » Pour en revenir maintenant au drame, le jour où Joshua a appris que c'était son fils qui avait commis ces meurtres, qui l'avait agressé, il était évidemment totalement désemparé. Il comprenait pas du tout pourquoi son fils avait commis un acte pareil et il dira simplement aux policiers que oui, effectivement, ça faisait quelques mois que lui et sa femme se disaient que Lévi avait l'air un petit peu déprimé. D'ailleurs, ses parents avaient décidé de lui prendre un rendez-vous chez un médecin pour qu'il puisse parler de sa santé mentale et voir un petit peu ce qu'il fallait faire. Mais ce rendez-vous devait avoir lieu 3 jours après le 14 février, donc 3 jours après les meurtres. Mais bon, mis à part ça, mis à part le fait que oui, Lévi était un peu déprimé, il passait toujours des bons moments en famille. D'ailleurs, son père Joshua, quelques semaines avant les meurtres, se rappelle lui avoir donné plusieurs heures de cours de conduite et ils étaient tous les deux dans la voiture et vraiment ils passaient des bons moments, ils rigolaient ensemble. Tout allait bien et rien laissait présager ce qui s'est passé. Aussi, le soir de la Saint-Valentin, juste après que Joshua ait quitté son travail, quand il partait acheter des fleurs, il a reçu un message de sa femme Jennifer qui disait que tout se passait bien, que toute la famille était à la maison, qu'il l'attendait et que même c'était très mignon parce que Lévi était blotti dans le canapé à côté de son frère Wyatt. D'ailleurs, malheureusement, l'endroit où ils étaient blottis est le même endroit où justement le corps de Wyatt a été retrouvé un peu plus tard par Joshua. Donc là, vraiment, imaginez, tout ça a laissé Joshua avec une énorme quantité de questions. D'ailleurs, parmi ces questions, il se demandait quand même comment son fils avait bien pu trouver une arme à feu. En fait, Joshua avait bel et bien des armes dans sa maison, mais elles étaient vraiment enfermées dans un coffre à double verrouillage et Lévi pouvait pas du tout y accéder, donc c'était pas possible qu'il se soit servi de ses armes à lui. D'ailleurs, le 14 février, quand il a pris son fusil, il a dû déverrouiller le coffre, donc c'était sûr que personne n'avait pris d'armes à l'intérieur. Donc, comment Lévi aurait pu trouver une arme? Et ça, c'était vraiment la question qui obsédait son papa. Joshua dira même aux journalistes « Tout ce que vous avez, ce sont des questions sur le pourquoi et le comment. Comment votre petit garçon a grandi pour faire quelque chose comme ça ?» Mais voilà, rapidement, un mobile va se dessiner. En fait, dans un premier temps, Joshua, toujours en garde à vue, va être interrogé par des policiers. Et ce qui va être assez dingue, c'est que quelques minutes après être entré dans la salle d'interrogatoire, il a semblé remarquer que des caméras étaient présentes et là, sans que personne ne lui ait encore rien demandé, il s'est tourné vers les caméras et il a commencé un long monologue de 2 heures où il a expliqué en détail tout ce qui s'est passé. Il reconnaîtra alors les meurtres et il dira avoir tué sa mère et son frère dans le salon. Il dira leur avoir tiré dessus, puis les avoir achevés avec un marteau. Il expliquera en fait qu'il leur avait tiré tous les deux dans la tête, mais qu'ils étaient encore vivants et donc qu'ils s'étaient servis d'un marteau
pour les abattre complètement. C'est pas tout, il dira aussi que sa cible principale était son papa mais qu'il l'a raté et que tout ça était en fait pour punir son papa qu'il désignait comme étant quelqu'un de raciste. Alors à l'époque, je le rappelle, Levi avait 17 ans et il était élève à la Liberty High School. C'est d'ailleurs au même moment qu'il a commencé à vouloir sortir avec des filles. Il s'était d'ailleurs trouvé une petite amie, elle était noire de peau et selon lui, à cause de cette couleur de peau, son papa avait refusé qu'il sorte avec elle. D'ailleurs, les camarades de classe de Levi confirmeront cette version. Ils diront en fait que Levi leur avait parlé du racisme potentiel de son père et pour leur prouver qu'il avait raison, il avait montré à ses amis un post Facebook que son père avait partagé en 2014, donc 6 ans avant les faits. Je ne sais pas exactement ce qu'était ce post Facebook, mais de ce que j'ai pu lire, ça venait d'un groupe ouvertement raciste. Quand la police expliquera tout ça au père de Joshua, il va être choqué évidemment et il niera être raciste, il dira que c'est pas du tout lui et il dira même « Ce n'est rien que je crois ou que je défende, je me souviens même pas pourquoi je l'ai publié, peut-être que je passais une mauvaise journée. » Et d'ailleurs, on peut quand même un petit peu le comprendre, c'était 6 ans auparavant, donc évidemment qu'il ne se rappelle pas comment et pourquoi il a republié ce post. Mis à part ça, pour ce qui est de la petite amie de Levi, Joshua va reconnaître que oui, effectivement, lui et sa femme avaient interdit à leur fils de la fréquenter. Par contre, et c'est très important, il dira que ça n'avait rien à voir avec sa couleur de peau. En fait, je vous ai expliqué que ses parents avaient remarqué que Levi était un peu déprimé depuis quelques temps. Et en fait, sa déprime datait du moment où il avait commencé à sortir avec cette fille. C'était une fille qui était pas très bien dans sa peau, qui avait beaucoup de problèmes et on aurait dit que ça tirait un petit peu Levi vers le bas et ça inquiétait ses parents. Et Joshua et Jennifer avaient dit à Levi, écoute, on ne veut plus que tu vois cette fille parce que tu te sens trop mal, on voit que tu es déprimé, tu vas plus bien du tout. Là encore, Joshua dira à des journalistes, la seule chose que je lui ai dite c'est Levi, cette fille a quelques problèmes, elle travaille sur certaines choses et vous n'avez pas besoin de vous rabaisser l'un l'autre. Malheureusement, 2 mois plus tard, en avril 2020, Joshua va mettre fin à ses jours parce qu'il ne supportait plus toute cette situation. Le procès s'ouvrira ensuite en 2022 et à ce moment-là, Levi avait 20 ans et il a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre. Il expliquera une nouvelle fois avoir commis son geste car ses parents désapprouvaient sa relation et il dira que s'il n'avait pas été retrouvé, son but était de commencer une nouvelle vie ailleurs. Aussi, on apprendra au procès que juste avant de commettre les meurtres, Levi avait parlé avec sa petite amie et il lui avait expliqué que ses parents avaient décidé de l'émanciper, qu'il ne voulait plus s'occuper de lui et qu'il avait prévu de partir vivre ailleurs pour prendre un nouveau départ. Évidemment, c'était faux, mais en tout cas, c'est ce qu'il lui avait raconté. Aussi, au procès, tous les faits vont devenir plus clairs, on va mieux comprendre comment tout s'est déroulé et donc je vais un petit peu vous résumer toute cette situation avec un peu plus de détails. Déjà, on va apprendre que l'arme dont Levi s'était servi était en fait l'arme que sa mère venait de s'acheter et qu'elle n'avait donc pas encore mis en sécurité. Le jour du meurtre, Levi avait alors tout prémédité et d'ailleurs, il jubilait intérieurement. Il dira avoir vu les cadeaux dans le salon qui étaient destinés à la Saint-Valentin. Toute la famille en fait s'offrait des cadeaux et il se rappelle ce jour-là regarder les cadeaux et jubiler en se disant que jamais il ne serait offert. Ce jour-là, il serait alors resté avec sa famille dans le salon en attendant le bon moment pour passer à l'acte. En fait, son but était de tuer sa mère et son frère un petit peu avant que son papa rentre du travail comme pour lui faire une macabre surprise. Donc là, à 17h30, il a décidé de passer à l'acte, de prendre le fusil que sa maman venait d'acheter et il leur a tiré à tous les deux, à sa mère et à son frère, une balle dans la tête. Là, Levi expliquera avoir entendu les cris ennuyeux selon lui de son petit frère qui était en train d'agoniser et qui ne décédait pas des suites de la balle. Il a alors décidé de prendre un marteau et s'est acharné sur son petit frère et sur sa mère afin d'être sûr qu'ils étaient bel et bien décédés. Il dira ensuite qu'après avoir mis des couvertures sur le corps de sa maman et de son frère qui là était clairement décédé, il se serait caché derrière la porte qui mène au sous-sol et il aura attendu avec le fusil dans les mains que son père rentre. Il dira même qu'il l'a attendu impatiemment. Quand son père est arrivé, il est resté derrière la porte, il ne lui a pas fait face, mais il lui a tiré dans la tête. Mais heureusement, la balle n'a fait qu'effleurer le front de Joshua.
Quand son papa est arrivé, Lévi a pris son arme et lui a tiré dessus, mais il est resté derrière la porte, donc vraiment il voulait pas du tout faire face à son père. Mais voilà, lorsqu'il a tiré sur son papa, Joshua ne s'est pas effondré au sol, et donc Lévi a eu peur et il a décidé de s'enfuir par une fenêtre de la cave. Donc à ce moment-là, il ne savait pas si son père allait survivre ou non, je pense qu'il espérait que son père ne survive pas malheureusement, mais en tout cas lui, c'est là qu'il a volé la voiture et puis qu'il a marché près de 200 miles jusqu'en Caroline du Nord. Malgré tout, au procès, la défense tentera de prouver que Lévi était gravement malade mentalement et qu'il avait aussi subi des abus pendant son enfance. Lévi souffrait de problèmes de santé mentale qui n'étaient pas traités au moment de l'incident. Nous prévoyons également de présenter des preuves des abus qu'il subissait à la maison. Ainsi, sa condamnation sera probablement un long processus. Il faut quand même savoir que depuis que Lévi a été arrêté en 2020, il a vu beaucoup de psychologues, de psychiatres qui sont quand même pas mal interrogés sur sa condition mentale parce que il avait clairement pas l'air de se rendre compte de la situation, de se rendre compte de la gravité des choses. Mais les psychiatres ont quand même décidé que Lévi était apte à subir son procès, que dans tous les cas, même si oui, effectivement, il pouvait souffrir d'une maladie mentale ou même de plusieurs, il était quand même capable d'être mis face à ses actes. Malgré tout, Lévi avait expliqué lors de son monologue en salle d'interrogatoire après son arrestation que depuis très longtemps, il entendait des voix dans sa tête. Par contre, il dira aussi que les voix qu'il entendait n'étaient pas violentes et que jamais ces voix lui avaient conseillé de tirer sur ses parents ou même de les tuer ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, ce qui fait dire que peut-être il pourrait mentir, c'est que quand il a été arrêté, il a dit aux policiers qu'il comptait plaider la folie et qu'il ne comptait pas attendre de voir certains psychologues ou psychiatres. En fait, pendant les premiers jours, Lévi a changé pas mal de fois son discours, il a comme essayé plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui attendrissait le plus les policiers, qu'est-ce qui allait le mieux et au final il a quand même décidé de tout avouer, mais vous allez voir qu'il a changé quand même pas mal de fois de version. Par exemple, 9 jours après ses aveux du 15 février, alors qu'il était transporté dans une prison en Virginie, il avait décidé de revenir sur ses déclarations et avait expliqué qu'il s'était en fait évanoui pendant les meurtres et qu'il ne se souvenait plus de rien. Et puis finalement, en voyant que personne n'avait trop l'air de le croire, il avait rechangé de version des faits et avait dit non, tout ce que j'ai dit le 15 février, donc le jour où il a fait son petit monologue devant la caméra, tout ça est vrai et c'est la réelle version des faits. Donc vous voyez, il oscille vraiment entre j'ai une maladie mentale et c'est pour ça que j'ai tué ma famille et je l'ai fait en connaissance de cause parce que j'étais fâchée sur ma famille. Il oscille entre ces deux versions et surtout il cherche à savoir ce qui va le plus toucher les policiers, le juge, etc. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, il a même expliqué qu'il avait subi des abus pendant son enfance, pas des abus physiques ou sexuels ou quoi que ce soit, mais des abus mentaux comme quoi sa famille était très très dure psychologiquement avec lui. Mais là aussi, il a changé plusieurs fois de version parce que quand on l'a interrogé juste après les meurtres et qu'on lui a demandé s'il avait subi des abus de la part de sa famille, il avait répondu non directement. Et au procès, justement, il plaide qu'il a commis ces meurtres à cause de tous ces abus. Donc vous voyez, à chaque fois il dit deux choses différentes et c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou non. En tout cas, il dira au procès que selon lui, s'il continuait à sortir avec sa petite amie qui était noire de peau, son père aurait pu le tuer. En tout cas, il lui faisait suffisamment peur pour lui faire croire qu'il pouvait le tuer. Donc voilà, Lévi dira qu'il se sentait martyrisé et que tout ça combiné à ses troubles mentaux avait été trop dur pour lui. C'est donc selon lui tout ça combiné qui l'aurait poussé à tuer sa famille. Toujours au procès, pour prouver que ses parents le négligeaient, il va apporter une carte cadeau que ses parents lui ont offert pour son 17e anniversaire et selon lui ça prouvait que ses parents se sont pas creusés la tête pour chercher un cadeau qui lui ferait plaisir et qui lui ont juste offert une carte cadeau. Donc ça, pour lui, c'était la preuve ultime que ses parents le négligeaient. La petite amie de Lévi sera elle aussi finalement interrogée et elle expliquera au procès que Lévi lui avait quand même déjà confié qu'il entendait des voix dans sa tête et qu'il voyait des gens de l'ombre. Elle dira aussi que plus tôt, Lévi lui avait déjà confié qu'il voulait tuer ses parents, mais que évidemment, elle s'était pas trop inquiétée parce que ils avaient tous les deux 17 ans, Lévi était sans doute fâché, il a dit j'ai envie de les tuer. Bon, je pense que personne ne peut vraiment imaginer que quelqu'un dit ça sérieusement. Donc
Voilà, en tout cas, elle sait que Lévi lui avait déjà parlé de tuer ses parents, mais elle n'avait jamais vraiment pris ça au sérieux. Pour terminer, cette petite amie dira que Lévi, selon elle, vivait avec de l'anxiété, de la dépression et de la schizophrénie. Dans mes recherches, j'ai jamais su trouver un diagnostic exact, on ne sait pas vraiment de quoi souffre exactement Lévi. Peut-être qu'on le sait maintenant, mais que c'est gardé secret, c'est aussi possible, tout n'est pas sur internet tout le temps. Mais voilà, en tout cas, dans tous les cas, je suis assez sûre que oui, il avait bel et bien un trouble mental, peut-être pas aussi gros que ce qu'il prétendait, mais c'est sûr que cette personne n'était pas saine d'esprit. Pour terminer, à la fin du procès, Lévi Norwood a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de sa mère et de son petit frère. Par contre, la loi de l'État de Virginie lui permet d'être éligible à la libération conditionnelle après avoir passé 20 ans en prison. Donc, il faudra voir si en 2040, un juge accepte ou non de le faire sortir, mais dans tous les cas, ce sera dans assez longtemps. Pour terminer, il y a une dernière anecdote du procès. Il faut savoir que quand le juge a prononcé la peine de Lévi, dans la salle, sa grand-mère s'est levée et a crié « Je t'aime, Lévi ». Donc, sa grand-mère continue à le soutenir. Voilà, c'est comme ça que se termine cette affaire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire en commentaire si selon vous, Lévi est bel et bien malade ou non, si peut-être il a subi des abus ou non. Malheureusement, on ne pourra jamais le savoir et d'ailleurs personne ne pourra jamais se défendre parce que sa famille est décédée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a intéressé et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!